des faits, comme l'animalisme par exemple. D'ailleurs, elle est un peu à trous parce que les mecs qui se noient dans Méditerranée n'intéressent personne, mais bon. Quand on marche sur la queue d'un chat, c'est un crime terrible. Bon, ben voilà. Mais à l'époque, évidemment, l'idée qu'un cheval puisse avoir une idée qui ne soit pas celle de son cavalier n'était pas pensable. Parce que le monde était organisé par Dieu déjà, et ensuite, parce que la sensibilité n'était pas la même. Voilà. Et on peut, juste pour terminer, on peut être qu'admiratif justement de Pluvinel et Labroue, parce qu'ils vont passer plusieurs années en Italie, ils vont être formés à ces méthodes, et ils vont en faire quelque chose de singulièrement différent, de très humain, et vu d'où ils partent, on peut être qu'admiratif de ce qu'ils font. Et moderne, mais c'est ce que l'écuyer en chef va dire. Merci Guillaume Henry, on vous applaudit chaleureusement. Je me rends compte que j'ai été extrêmement inconvenant et peu courtois à l'égard de nos amis qui nous regardent par le truchement de Facebook, puisque l'ensemble de ce colloque est retransmis sur les internets par le truchement de ce réseau social. Donc c'est l'occasion pour nous de saluer ceux qui nous ont rejoints depuis le début de ce colloque ou qui nous rejoignent maintenant. C'est ce moment embarrassant que vous attendez depuis le début de la journée, puisque celui que nous accueillons maintenant est ce qu'on trouve de plus proche de la divinité dans le monde équestre. Et chacun se demandait, est-ce qu'on doit faire une génuflexion, est-ce qu'on doit venir embrasser ses boucles de souliers, est-ce qu'on doit signer, comment doit-on se comporter en face de l'écuyer en chef du Cadre Noir de Saumur? Eh bien, j'ai envie de vous dire très simplement, ceux qui veulent se coucher sur le sol, les bras en croix et se mettre nus et se fouetter avec des orties peuvent le faire. Ceux qui, par conviction personnelle, préfèrent garder un peu de distance et prendre les choses un peu de haut peuvent le faire également. Quant à nous, il nous appartient maintenant d'accueillir celui qui va nous faire l'éloge de Salomon de Labroue. Voici que s'adresse à vous l'écuyer en chef du Cadre Noir, le 37e, le colonel Patrick Tesserink. Merci. Alors, tout d'abord, une précision, il faut remettre dans l'expression grand Dieu, il faut la remettre dans son contexte, qui est un contexte de potache. C'est-à-dire quand les élèves officiers qui arrivaient de Saint-Cyr venaient arriver à Saumur, ils se disaient ça y est, on va pouvoir enfin monter à cheval, et les instructeurs d'équitation, donc le Cadre Noir, avaient une grande importance à leurs yeux. Donc les instructeurs, c'était les dieux. Et à la tête de la reprise des dieux, il fallait un grand dieu. Mais c'est une affaire de potache. Cette simplicité vous honore, mais nous pensons nonobstant que vous êtes un grand dieu. Et donc je vais sans transition vous parler de Salomon de Labroue, dont on a un petit peu parlé avant. Pour vous dire que c'est bien un homme de la Renaissance, donc il est né, comme je l'ai écrit ici, en 1552 en Gascogne, et il est mort en 1610, a priori, dans la misère. On sait qu'il a été actif au début de sa vie dans les armées de François Ier, et qu'il a été écuyer auprès du duc d'Épernon, et a priori écuyer ordinaire auprès de la maison du roi. Il a passé 6 ans en Italie, donc on peut penser qu'il a lu Grisonne, et surtout qu'il a travaillé avec Pignatelli. Alors, son œuvre, ça s'appelle le Cavalleris François, et le Cavalleris, c'est un mot italien, et il prend ce mot italien parce qu'en français, il n'y avait que chevalier, donc on voit d'entrée le saut du chevalier au cavalier. Il écrit ça en 1593, c'est un ouvrage conséquent de 530 pages, donc en vieux français, avec en 3 livres. Le premier, c'est l'ordre général et plus facile des exercices et de la propreté du cavalier. Un livre 2, c'est l'ordre des plus justes proportions de tous les beaux airs et manèges, dans lequel il décrit beaucoup plus concrètement comme les exercices, les procédés. Et le livre 3 est essentiellement consacré aux morts. Ce sont les moyens propres à bien emboucher le cheval. Et La Guérinière fait grand hommage de l'ouvrage de Labroue, mais trouve qu'il pêche un petit peu par le peu d'ordre qui y règne. Et donc je confirme, sur les 530 pages, il est très redondant, il est difficile à lire, il regrette de ne pas avoir beaucoup étudié le français, avec des phrases qui font juste une page. Et donc tout le mois, pratiquement tous les jours, j'ai pu maudire Pascal Marie qui m'a incité à faire cet exposé sur Labroue. Mais bon, ça pique un peu les yeux, comme on dit au début, et après on s'y fait. Ensuite, donc la problématique, peut-on considérer Labroue comme l'initiateur de l'équitation tradition française? Bon, en effet, Labroue, c'est effectivement le premier écuyer français qui écrit en français. Mais ce n'est pas le tout d'être le premier, il faut voir que les idées qu'on prône, est-ce qu'elles ont fait école?
Et on peut dire aussi qu'il a un héritage parfois controversé. Par exemple, au XIXe siècle, Louis de Lancôme-Brève, un élève de Baucher et de Dore, remarque que l'on a considéré la broue comme un esprit étroit et que l'on a accusé de barbarie et d'une brutalité révoltante. Donc c'est ce que nous allons tenter de voir. Alors la méthodologie, évidemment j'ai fait une analyse des textes et surtout des illustrations du cavalleriste François, et que je vais confronter à la définition donc, de l'équitation de tradition française telle qu'elle est définie par l'UNESCO et à mon expérience équestre. Alors j'ai mis work in progress parce que j'ai pas mal travaillé sur cet ouvrage, mais effectivement je n'ai pas pu lire l'ensemble des 530 pages, donc certainement un érudit qui va pouvoir me coincer sur un alinéa que je n'aurais peut-être pas lu. Donc le plan que je vous propose, tout d'abord, Labroue, initiateur de l'équitation de tradition française, avec la définition de l'équitation par l'UNESCO. Puis je vous montrerai Labroue ou l'apologie de la quête de la légèreté, les procédés, leur géométrie et leur grande modernité, le style qui est sobre et dégageant la facilité. Donc on a vu d'où ça venait, c'est vraiment une idée de la Renaissance. Et en grand 2, donc l'équitation de Labroue, la recherche de la collaboration du cheval, point d'interrogation, un rapport ambigu à la violence, avec le souci d'une progression extrêmement douce, mais qui ne s'oppose pas à l'utilisation de la violence. Alors l'équitation de tradition française, c'est donc une philosophie qui met en exergue l'harmonie de la relation entre le cheval et le cavalier, et qui refuse tout effet de force. Bon, c'est aussi un certain nombre de procédés, donc il y a toute une boîte à outils donc, qui démarre peut-être à ce moment-là, on va le voir, mais qui ensuite a été augmentée par les générations. Mais ce que dit l'UNESCO, c'est que la signature commune reste la légèreté. Et enfin, c'est un style qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'élégance, de finesse, de sobriété. C'est comme ça que nous reconnaissent les étrangers. Et puis c'est un patrimoine, puisque ça a été reconnu par l'UNESCO en 2011. Alors, Labroue ou l'apologie de la quête de légèreté. Ce qui est clair au fil des pages, ce qui revient tout le temps, c'est le but poursuivi, c'est ce qu'on appelle ajuster et allégérir le cheval. Alors l'ajuster, c'est en fait c'est ce qui suivent exactement les tracés, les plans de terre qu'on va lui proposer. Et allégérir, j'ai écrit petit, en fait c'est finalement l'autre dans Question équestre qui nous donne la définition, où il dit en fait les procédés recherchant la légèreté, et qu'un mot résumait à l'époque, allégir le cheval. On disait aussi allégérir. Dans Question équestre, voilà, chapitre 12. Donc, clairement, le but, c'est d'alléger le cheval. Et alors, il amène une nuance intéressante. Il distingue les chevaux, donc je le lis, ceux qui pèsent et s'appuient et s'abandonnent, de ceux qui tirent et bandent le col pour se défendre et forcer le bras et le pont du cavalier. Donc ceux qui pèsent, ils se peuvent allégérir selon l'art en se fortifiant par l'exercice du trot, et ceux qui tirent, ils se peuvent amollir leur autant la fougue par l'exercice du trot et du petit galop. Donc on voit qu'il définit ce qu'on a appelé plus tard, ce que Baucher a appelé plus tard, les résistances de poids, donc les chevaux qui pèsent, des résistances de force, de chevaux qui tirent avec leur force musculaire. Et pour les deux, il commence à donner déjà un premier élément de procédé. Ceux qui tirent, il faut mieux prendre le petit galop. Et il trouve par ailleurs que ce sont les chevaux les plus dangereux. Et enfin, pour ajuster une autre phrase, et allégérir au manège des passades, les chevaux qui tireront à la main, de fougue ou de pesanteur, toujours la nuance. Et là derrière, ceux qui l'utilisent, son premier procédé, c'est ce qu'il appelle la parade, parer un cheval. Donc on pourrait dire, alors c'est le demi-arrêt, l'arrêt, en fait c'est bon, la parade, on va vraiment ralentir pour demander au cheval de se porter sur les hanches. Alors sur ces procédés, ce qui est intéressant, d'abord c'est qu'il ne travaille pas au manège, donc il travaille partout, enfin il peut travailler dans les manèges, mais il peut aussi travailler partout. Et il commence systématiquement par un trait. Ça, c'est le trait de la passade. Il dresse les chevaux à la passade. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il va construire à partir de ce trait. Il est extrêmement géométrique. Et ça ne va pas s'en rappeler, ce qu'on appelle le trait de charpente, où les charpentiers de l'époque, ils commençaient toujours par faire sur le sol une épure et qui commençaient par un grand trait central. Et c'est à partir de ce trait qu'on va se repérer. Donc, il se repère à partir de ce trait, qui est le trait de la passade, qui est aussi, la passade, c'est la ligne droite qui fait qu'on va vers l'adversaire.
Et puis là, il commence sur cette page ici, il va parer ici, il va ralentir, ou s'il le fait au pas, il ne va rien faire, mais bref. Il va tourner les épaules et faire donc un quart de cercle sur les hanches. Donc il fait j'allais dire un quart de volte. Et ensuite, il explique qu'après ce premier quart de volte, on va continuer sur une autre passade, et à nouveau un quart de volte. Et puis il le fait sur les 3 coins pour montrer qu'on arrive à finir la figure par 4 quarts de demi-volte. Puis plus tard, quand votre cheval est bien familiarisé à cela, eh bien, on va raccourcir le nombre de pas en avant pour rapprocher les quarts de volte pour arriver. Et après, il met toutes les combinaisons possibles en faisant 2 quarts de volte, une demi-volte, ou pour aller jusqu'à la volte. Alors, exercice extrêmement moderne, puisqu'il y a 2 mois, je crois, je suis allé voir un clinique que donnait donc, la grande championne allemande Isabelle Werth à Panfou. Et pour perfectionner la pirouette au galop d'un cheval, elle lui dit, tu fais 2 foulées de pirouette, donc 2 foulées de la pirouette, c'est un quart, ça fait un quart. Et ensuite, tu fais une foulée en avançant, 2 foulées de pirouette, et ensuite une foulée en avançant, etc. Et donc, ce passage d'un mouvement, j'allais dire, de côté au mouvement en avant, et de l'utiliser de façon systématique, c'est utilisé y compris par des gens qui font de la compétition et qui y réussissent très bien. Alors là, je le mets pour l'anecdote parce que vous allez me dire c'est la même chose, sauf que là, c'est le schéma de la main droite. Il dit à main droite, du coup. C'est un petit peu surprenant, et c'est dans le chapitre les mêmes règles carrées appropriées au cheval qui pèse ou qui tire à la main. C'est que tout simplement, en fait, ça, c'est une figure qui va faire en reculant. Donc en fait, il faut partir de ce point-là de passade, on recule, on tourne les épaules vers l'extérieur, on recule. Et on finit par faire toute la figure comme ça. Bon, j'ai essayé parce que je ne connaissais pas ce type de figure, mais c'est sûr que ça les met sur les hanches, il n'y a pas de doute. Et c'est assez malin parce que s'il y a beaucoup de cavaliers, on m'a dit de ne pas trop assister là-dessus parce qu'il y a peut-être des historiens, ça va les ennuyer, mais souvent, si vous avez remarqué que les chevaux peuvent facilement reculer en s'enterrant un petit peu comme ça dans leurs épaules. Et à partir du moment où vous leur demandez de rebouger leurs épaules, ils peuvent ressortir leur garrot, et c'est exactement ce qu'on cherche, y compris maintenant. Alors, assez rapidement, c'est toujours pour vous montrer sa grande progression. Ici, ce sont les pas de côté. Donc en fait, j'aurais dû commencer par là. Il fait ses pas de côté, il fait tourner pareil en quart de pirouette, et il continue ses pas de côté. Donc on peut le faire sur le carré, on peut le faire aussi sur quelque chose de plus long, et qu'on va progressivement raccourcir. Bon, mais ici, c'est la même chose. Il va partir ici, il va faire un quart de pirouette vers la gauche. Il est en appui, il est en pas de côté ici. Il repart vers l'avant, quart de pirouette, pas de côté, repartir en avant, pirouette. Donc, combinaison de pas de côté, de pirouette et de mouvement en avant. Bon, voilà, à titre personnel, je trouve ça très malin. Alors ici, c'est encore pour perfectionner le premier exercice. Donc là, on va commencer ici. On commence par le quart de pirouette. Et là, on part en appuyé. Alors, c'est des appuyés moins serrés, moins les pas de côté de tout à l'heure. C'est des appuyés un petit peu en avançant. Et puis là, on a le choix, à ce moment-là, soit de repartir en avant, ou soit de continuer par un quart de pirouette. Et on continue comme ça. Et soit on peut repartir en avant. Voilà. Et il le fait 3 fois. Et il vous le montre au fil des pages, la progression. Puis, selon le même principe, ici, c'est la même figure. Et ici, on va soit faire un petit cercle là, soit ici, on va rapprocher, limiter le nombre de pas d'appuyés pour arriver à 1, voire 0 par la suite. Voilà, ici, c'est donc le chapitre 33. C'est pour ajuster et bien affiner le manège du cheval qui aurait été dressé au volt, relevé et redoublé à demi-aire selon les règles précédentes, ou autrement, il revient au schéma précédent. Voilà, pour conclure, moi, ce que je remarque de toutes ces planches, alors il y en a beaucoup plus, mais c'est une grande rigueur, une construction géométrique, j'allais dire à la règle et au compas, une progression très claire, on commence très doucement, et une alternance systématique, j'allais dire du droit d'une piste, du cercle ou appuyé ou pirouette. Une nuance aussi, c'est que clairement, tous ces exercices se font le cheval extrêmement droit, puisque le cheval ne doit se fléchir ni du col ni du corps. Donc là, on peut se dire que 2 cycles plus tard, la guérinière par l'épaule en avant, par des procédés beaucoup plus ronds, améliorera quelque chose de supérieur. Et donc,
je maintiens que donc, ce sont des procédés extrêmement modernes puisqu'ils sont utilisés, comme on l'a vu, y compris par des gens de la compétition. Alors, son style, il recherche un cavalier fixe, sobre et facile. Donc la définition est assez longue sur ce qu'il attend du cavalier, mais enfin on voit qu'il fasse nulle action de bras, de corps ni de jambes. Donc il ne veut pas avoir de chevaux qui bougent. Il explique qu'en fait d'ailleurs que les cavaliers qui remuent, ça déséquilibre les chevaux, ça les embête et ça ne permet pas de dresser un cheval. Et néanmoins, le cavalier, il se montre aucunement contraint, mais plutôt qu'il fasse paraître une grande facilité en toutes ses actions. Donc voilà, pas de contrainte et montrer que les choses sont faciles, c'est l'idée du siècle. En ce qui concerne la fixité, hein, je le cite, là, son siège, sa selle et le cheval ne demeurent tellement unis qu'ils semblent être d'une pièce sans que l'action du cavalier se trouve trop souple ni contrainte. Donc vraiment, le cheval et le cavalier sont totalement soudés. Et j'allais dire, si on était dans un langage un peu plus moderne, on dirait qu'il obtient tout ça par l'équilibre et le relâchement. Et là, cette notion de facilité est derrière en permanence. Alors, le souci d'une progression douce. Alors là, c'est ce qui m'a le plus surpris, parce qu'effectivement, comme tout le monde, j'attendais un Salomon de Labo assez dur, même s'il emploie certains procédés, mais en tout cas, clairement, il rabâche en permanence des choses qui sont extrêmement sympathiques pour les chevaux. Alors, je vais prendre tout d'abord, quand il parle des grosses séances, il les récuse les grosses séances, parce qu'on appellerait aujourd'hui une grosse séance, un travail trop important, et il dit avec dessein de le repatrier et restaurer le cheval après, par des caresses et leçons plus douces et plus courtes ou moins continues. Donc la notion d'adapter le travail au cheval et puis de fractionner le travail quand il le faut. Ensuite, un chapitre amusant pour assurer le cheval aux arquebusades. L'arquebusade, donc l'ancêtre du fusil. Bon, clairement, il montre une progression qui serait digne de nos éthologues modernes. Donc il commence de très loin pour que le cheval n'ait pas peur, et il se rapproche progressivement d'abord à l'arrêt. C'est l'arquebusier qui donne la friandise au cheval, et c'est l'arquebusier qui doit flatter la tête du cheval. Et progressivement, il va se rapprocher de l'arquebusier, puis il va le faire avancer au pas, puis au trot, puis au galop, sachant que les chevaux ont tendance beaucoup plus à freiner. Et il dit de faire bien attention que l'arquebusier, qu'il n'y ait aucun jet de poudre qui ne puisse toucher le cheval. Il y a aussi un chapitre sur le montoir qui est vraiment d'une modernité éclatante. Je veux dire, on pourrait l'utiliser, mais tel que, on fait pas mieux aujourd'hui. Bon, il utilise un aide, il y avait du personnel à l'époque, mais il y a vraiment progression, tranquille, vraiment, et de flatter le cheval, rien à dire. Quand il parle du chapitre sur des chevaux rétifs pour avoir été trop battus sur la tête, alors, qu'est-ce qu'il propose? C'est d'accoutumer le cheval par des caresses et longueur de temps à se laisser épouster et frotter, principalement sur la tête et le visage. Donc une accoutumance, pareil, il prend son temps, il n'y a pas de procédé coercitif ni rien. Et puis, au sujet des exigences adaptées, car ce serait une trop grande erreur de vouloir contraindre nature à plus qu'elle ne peut. Donc voilà, et on voit que dès son chapitre 1, en fait, chapitre 1, c'est le discours sommaire des indices par lesquels on peut juger le naturel d'un cheval. Donc il est extrêmement observateur, il regarde le naturel du cheval, et on voit qu'il a la préoccupation de ne pas demander plus que ce que la nature peut donner. Il y a même un chapitre intéressant, enfin au milieu d'un chapitre, la prise en compte du stress sur la mémoire. Il considère qu'un cheval qui a peur ou qui a mal ne retient rien. Et toujours, je le cite, c'est à la fin là, un seul désordre de demi-quart d'heure, donc 7 minutes, c'est pas très long, suffit pour éculer les bonnes leçons de tels chevaux, autant ou plus qu'on les aura avancés en 2 ans, avec beaucoup de soin et de peine. Donc moi, j'ai un écuyer qui constate qu'en 10 minutes à stresser son cheval, il peut perdre le travail de 2 ans, qui fait avec patience et grand-peine. Je pense que clairement, ce n'est pas un promoteur de la brutalité, loin de là. Alors,
Cependant, il écrit 8 chapitres sur les rétifs. Hein. Je vous ai donné celui à qui on a trop tapé sur la tête. Il y en a aussi, j'aime bien juste pour le terme, un cheval qui aura été trop gourmandé par les éperons. Là, pareil, il propose d'enlever les éperons, de recommencer, d'utiliser un aide, un truc très simple. Et en fait, dans le chapitre 21, il résume tout, mais si les rétifs, pour avoir été trop contraints ou gourmandés, il faudra observer autant de douceur et de patience que s'il était poulain. Donc, cheval rétif, on revient, à cause de l'homme, et il considère que c'est l'homme qui l'a rendu rétif, on revient aux bases. Pareil, mais quand même, le mot châtiment reste, hein, les châtiments dont parlait Guillaume, et il les utilise. Il considère quand même que les châtiments ne lui peuvent être utiles que s'il se trouve capable de les comprendre, d'y céder et de répondre avec vigueur ou volonté. En revanche, il y a quand même, sur les 8 chapitres des rétifs, il y en a un où il considère qu'il y a des chevaux naturellement rétifs et malicieux. Et là, c'est ce qu'il met en haut. Et je le prie, il parle du cavalier, d'en avoir raison à grands cris et coups d'éperon et de nerfs, et encore les faire fouetter à tour de bras jusqu'à ce qu'ils soient mis en devoir d'obéir. Bon, ça, effectivement, ça ne laisse pas beaucoup, d'interprétation. Alors, ceci dit, juste après avoir dit ça, il dit, mais quand même, il y a un autre procédé qu'on peut utiliser, c'est on prend un aide qui va attacher une corde à la queue, et quand le cheval, par rétivité, va se mettre à reculer, l'aide doit tirer le cheval encore en arrière. Et le cheval, se sentant déséquilibré, a peur et repart en avant. Ce qui est un procédé, bon, un peu sportif, mais quand même beaucoup moins violent que ce qu'il veut dire. Donc on a vraiment l'impression qu'il présente ces procédés parce que c'est des procédés de son temps, mais presque à regret. Alors là, en revanche, je pense que ce qu'il a beaucoup desservi, et c'est ce qu'on connaît de la broue, hein, c'est son système où il explique qu'il y a les chevaux qui pendent la langue, il y a plein d'écuyers qui ont des petits systèmes en mettant des aiguilles pour que le cheval rentre la langue, la remette à sa place. Il lui dit non, il y a un procédé qui est quand même vachement plus simple, il suffit de la couper. Et c'est pour ça qu'il a été accusé, je pense, très longtemps après, de brutalité. Alors vous avez l'ustensile qui est à côté, qui est là. Alors il le décrit aussi simplement que je vais vous dire. En fait, ça fait pas couper la langue, ça c'est en fait une pince qui a la forme du bout de la langue. Donc vous pincez la langue du cheval et avec un couteau bien tranchant, vous coupez. Et ce qui est bien, c'est que comme la forme reste, il aura la même forme de langue qu'avant, sauf qu'elle sera un petit peu plus courte. Et qu'il faut 4 jours pour que le cheval cicatrise, et au bout de 20 jours, on peut le remonter tranquillement. Et ça se passera très bien, parce que comme on pense qu'il n'aura pas beaucoup mangé de cheval pendant ce temps-là, il sera bien. Voilà, en fait, bon, c'est les procédés de l'époque. Là, il avait de l'avance jusqu'à présent. Là, je pense qu'il est retombé un pas dans le Moyen-Âge. J'étais à la conclusion? Ah oui, pardon. Vous l'avez vu, Ah oui, bon, conclusion. Donc la broue, pour conclure, un initiateur de l'équitation de tradition française, une observation précise du cheval et un respect de son naturel et de ses capacités, c'est très moderne. Il prône douceur et patience, j'allais dire à 99,9% de ses 530 pages. Il y a juste un moment où il a un peu pété les plombs, j'allais dire. Et la légèreté comme obsession de son dressage et des procédés raisonnés, rigoureux et progressifs, dans un rapport parfois paradoxal à la violence et à l'animal, reflet de la société et de son temps. Donc la broue a néanmoins contribué à faire émerger un nouveau paradigme dans un rapport au cheval et à l'équitation qui contribuera à construire au fil des siècles l'équitation de tradition française. Ceci termine mon exposé. Merci infiniment, votre béatitude. Est-ce que nous avons des questions pour sa sainteté? Oui, c'est impressionnant, mais vous ne laissez pas impressionner. Le Verbe s'est fait chair. C'est maintenant un homme. Alors. Ah ben, encore vous. Je me demande si on ne va pas vous faire un abonnement, finalement. Par contre, vous me jurez sur l'honneur que vous ne parlez pas d'éthologie, parce que ça fait quand même 4 fois. Très bien. Pas du tout. De par votre fonction, avez-vous, je suppose, l'occasion de parler à d'autres éminents connaisseurs, et notamment en Espagne. J'aimerais avoir votre avis sur les dérives que l'on entend parfois concernant les méthodes employées encore aujourd'hui, en Andalousie notamment, et nous parlions de Jerez et cuando los caballos bailar, etc., etc.
C'est une double question. Est-ce que vous parlez espagnol? Alors, je ne parle pas espagnol. Alors, on est plus en contact avec les Portugais, là, en ce moment, conjoncturellement, qui, je trouve, sont dans une équitation extrêmement saine. Alors, effectivement, je suis passé à RRS, je vais dire, ils ont gardé un côté un peu viril, moi, que je trouve désagréable. Mais c'est un petit peu délicat pour moi d'annoncer ça, j'allais dire, en public, là, sur une telle assemblée. Oui, ils vont. Alors, le procédé, ils sont. Je ne sais pas ce dont vous avez entendu parler, mais j'ai constaté qu'effectivement, ils ne sont pas très patients. Ils ne sont pas très patients, et donc les chevaux doivent effectivement n'ont pas beaucoup d'opportunités de s'exprimer s'il y avait une différence de vue qu'ils auraient avec leur cavalier. Il y a une évolution de la part des Portugais. De retour sur l'évolution. Moi, je pense que RRS, enfin, j'ai eu l'impression que c'est, enfin, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'étais pas à la manœuvre. Je vous rappelle que les réseaux sociaux vous entendent puisque nous sommes en direct sur Facebook. Oui, c'est ça, d'accord. Donc en direct sur Facebook. Non, mais ils vont. Les Espagnols sont très sympathiques et les Portugais sont des gens très bien. Voilà tout ce qu'on peut dire. Voilà, merci. Je vous en prie. Votre divine grâce. Une question pour sa béatitude. Merci, très cher. J'aurais une question plus terre à terre, en fait. Est-ce que Salomon de la Broue indiquait l'allure à laquelle il pratiquait ses exercices? Ah oui, les 3 allures. D'accord, merci. Les 3 allures et sur les... Et progressivement au pas, au trot, comme on fait maintenant. C'est ça. Il utilise beaucoup trot et galop. Et puis après, les exercices que je vous ai montrés, c'est souvent les airs relevés, quoi. Il est beaucoup plus vers du passage ou du piaffe dans ce genre d'exercice. D'accord, merci. De pirouette. Voilà. On va essayer, alors. Progressivement. Mademoiselle de la Broue, progressivement. D'autres questions? Nous allons laisser la divinité rejoindre le paradis. Non, sans l'avoir applaudi particulièrement bruyamment, parce que... Je vous en prie. C'est maintenant le moment où s'avance vers nous Pierre-Marie Desclos. Pierre-Marie Desclos, sous la couverture d'un honnête négociant en bois, cache une passion dévorante. Une chose qui, toute sa vie, l'a taraudé, l'embouchure. C'est le grand spécialiste mondial, universel, de tout ce qui est mort, embouchure, enfin toutes ces choses. Et il a accepté de venir nous en parler ici. Et il va donc s'adresser à vous. Nous allons essayer de récupérer la zapette qui se trouve ici, que je vous mets volontiers. Je vous donne ma bénédiction et l'appareil en même temps. Attention,